Bonjour à toutes et à tous, c'est la dernière des cuisinades. Nous sommes sur Escale 7 2026 et au bout de la semaine, malgré des énergies en perdition, malgré des jambes qui sont fatiguées et des journées extrêmement longues, eh bien nous avons rendez-vous avec la gastronomie, avec nos invités. Alors je vous présente rapidement Madeleine Durand, qui est grand maître de la confrérie des Mille et une pâtes et autres tiels et coquillages, qui est notre témoin qui tous les jours nous raconte un petit peu la gastronomie locale. Nous avons des représentants, puisqu'ils sont en tenue, de la confrérie des torsades de Frontignan-la-Pérade, aux couleurs or de la bouteille et surtout du vin, du nectar qu'il contient. Voilà, donc merci d'être avec nous. Je vous présente la délégation de Castillon de la Plana, qui est une ville tournée vers la Méditerranée. Nous sommes dans la province de Valencia, mais vous allez voir que la paella n'a pas rapport vraiment avec celle préparée du côté des voisins. Pour vous présenter ceux qui sont avec nous, je vais me tourner vers Fabrizio, qui va nous faire la traduction et le lien avec les gens qui sont là. Alors, le chef Santiago Becerra Calabria, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Il en a pas marre, il a fait 1000 portions de paella ce matin et il continue à en refaire cet après-midi. Oui, exactement. No has estado mal, has hecho ya 1000 raciones esta mañana y ahora vienes aquí otra vez para preparar esto. Sí, estamos ahí preparados y vamos, lo que haga falta. Okay. ¿Qué te ha parecido la paella que has hecho esta mañana para 1000 personas aquí en Sets? Es súper bonita, una experiencia súper recomendable, la gente contentísima, el día acompañado total porque hace un día espectacular y vamos, encantados de hacer nuestro trabajo y que la gente pueda disfrutar aquí en Francia. Un grand plaisir d'avoir pu faire cette paella pour 1000 personnes ce matin, ce riz de poisson, avec ce soleil, avec ces bateaux juste à côté, avec ce SNR fantastique de Sète, et très content de pouvoir montrer ça ici. Je suis sûr que toutes les nuits, il rêve de paella. Il se dit, j'en ai fait 1000 hier, je vais en refaire 2005 demain. Il va battre son record. Merci infiniment d'être avec nous. Cette émission donc, vous propose de comprendre comment se réalise cette recette très particulière de cette ville presque voisine qui fait, elle aussi, une très belle escale du côté de la Méditerranée avec une grande fête qui débute d'ailleurs dans quelques jours, jeudi prochain. Alors, je me tourne vers notre chef et j'aimerais qu'il nous explique comment déjà on s'y prend à l'instant pour préparer cette recette. Primeros pasos para hacer la paella. Muy bien, pues explico en español, ¿vale? Que no hablo mucho francés. Primero ponemos un poquito de aceite de oliva, pues eso depende de la cantidad de la paellera, pues ponemos más aceite o menos. Para eso, unas 10 personas que haremos aquí, pues hemos puesto eso, pues 10 decilitros más o menos, de centilitros de aceite de oliva. Pardon. On va traduire au fur et à mesure. Hein. C'est de l'huile d'olive espagnole. C'est de l'huile d'olive espagnole, bien sûr, pure. C'est 10 décilitres pour 10 personnes. Ça, c'est une paella qu'on va faire pour 10 personnes. Donc, on met 10 décilitres de l'huile d'olive. C'est très important, ingrédient fondamental. Después del aceite. Ponemos calamar. Hemos puesto pues, unos 200 gramos de calamar, un cortadito pequeñito. Y un poquito de sal. La sal sí que no la calculamos, que es más o menos a ojo, que es cuando nosotros entendemos. Pour le sel, il y va à l'œil, comme ça, il a l'habitude. C'est ça, les Espagnols disent toujours, le riz te parle. Quand tu dis les quantités, ils disent non, le riz, il te parle. Moi, il ne me dit rien du tout, il faut que tu me dises exactement les ingrédients et les quantités. Donc, c'est 200 grammes de calamar, c'est la première chose qu'on met sur l'huile très chaud. Et maintenant, on est en train de se faire le calamar dans celui-là. Oui, parce que la difficulté, c'est qu'il faut saisir le poisson pour qu'il soit pas croustillant, mais qui en tout cas ne rende pas long, parce que sinon c'est désagréable, je pense. Sí, importante que el calamar no suelte el agua porque se puede hacer goma o que pillar el punto de que esté justo crujiente y tierno. Muy bien, eso, el calamar siempre suelta un poquito de agua, que está pues eso, pues siempre suelta mucha agua. Pues hacemos aquí a fuego un poquito lentito para que se vaya soltando poco a poco el agua y cuando veamos que no tiene ya tanta cantidad de agua le ponemos el ajito que va a continuación, ajo picadito, que es nuestro secreto también típico de España. Ajo picadito con sal y bueno, después vamos el pimentón y el tomatito. Il faut mettre l'ail, le petit ail, le pimenton et le tomate. Quand on voit que le calamar commence à déjà être fait, c'est très important de se mettre ça, le piment et le tomate, la tomate. On va regarder cette recette s'effectuer. Je reviens vers vous dans un instant. Je vais me tourner vers Maria Ruissen, qui est directrice donc de la station de l'Ifremer à Sète. Et Maria, ça c'est un poisson qui n'est pas spécialement, c'est un invertébré qui n'est pas spécialement espagnol, mais méditerranéen. Quel est l'état de la ressource actuellement pour ce céphalopode ? Alors pour ce céphalopode spécifiquement, je ne peux pas particulièrement vous répondre parce que la façon dont sont
compter, expliquer et puis évaluer les pêcheries méditerranéennes. Donc quand je dis méditerranéenne, c'est ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, c'est que la ressource, elle se gère par grandes zones géographiques. Donc on a une première grande zone géographique qui couvre l'ensemble du golfe du Lion français, une autre qui couvre le golfe du Lion, enfin le bas du golfe du Lion et donc qui descend en Espagne, et puis une beaucoup plus vers la Corse qui se rattache à l'Italie. Donc on gère comme ça les ressources par biogéorégion, si je puis dire, par grandes régions biologiques où on sait que les espèces viennent de la même population génétique, subissent à peu près les mêmes contraintes, les mêmes climats, et donc qu'on peut les gérer de manière efficace. Donc globalement, les espèces sont dans un état qui progresse, ça va mieux, ça va nettement mieux depuis les années 2000. On a eu de grands progrès dans la gestion des ressources environnementales qui ont fait qu'aujourd'hui on atteint plus de 50% d'espèces jugées en bon état, donc avec ce qu'on appelle le rendement maximal durable, c'est-à-dire vraiment en bon état biologique, et puis une autre moitié sur lesquelles on est encore en progrès, avec une alerte toutefois sur le fait que certaines ne semblent pas progresser du fait du changement climatique et donc d'indicateurs, de marqueurs sur lesquels il va être un peu plus difficile de travailler que sur l'effort de pêche. Maria, le réchauffement climatique nous concerne tous, mais il concerne aussi la faune et la flore marine, sous-marine. Et par exemple, est-ce que les courants qui se réchauffent, ça modifie la façon de vivre des poissons ou de l'ensemble de la faune? Est-ce que ça diminue par exemple les espèces? Je crois qu'on l'a vu sur les sardines ou encore les anchois. Tout ça a des incidences que vous étudiez? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs types d'effets du changement climatique. Il y a celui qu'on a mis en avant à travers les populations donc de petits pélagiques, donc la sardine, l'anchois. Et ça, cet effet, c'est le fait qu'en fait, le phytoplancton, donc vraiment la chaîne alimentaire, le premier étal de la chaîne alimentaire, eh bien, est moins nourrissant, plus petit, plus fragmenté, et donc demande plus d'efforts à ces poissons petits pélagiques pour se nourrir. Par conséquent, ils ne sont pas moins nombreux, mais ils sont moins gras, moins grands, et donc ils sont moins commercialisables. Et là, les conséquences sur l'activité économique commencent à se manifester. Un autre effet, c'est comme vous le disiez, le déplacement d'espèces. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus près des côtes où les eaux sont plus chaudes, arriver des espèces qu'on n'avait pas avant, la dorade coryphène au large du Cap d'Agde, de tout petits thons qui vont venir se reproduire dans les eaux côtières. Et donc on a effectivement cet effet migratoire. Et puis probablement sur certaines espèces, des formes de disparition ou de remplacement sur lesquelles on va avoir cette veille permanente de façon à comprendre en continu les écosystèmes, mais aussi la manière dont les usages économiques vont pouvoir s'adapter. Il reste encore, heureusement, des chalutiers ici. La pêche au chalut, on en parle dans quelques instants. Maria, je reviens vers la recette parce que j'ai l'impression que dans mon dos, quelque chose s'est modifié. Oui. ¿Qué es lo que le habéis añadido ahora? Hemos puesto el ajo picadito, que es lo que hemos dicho antes, después del calamar que está un poquito sofrito, para que suelte el agüita que se quede ya tiernecito. El ajo picado, hemos puesto el pimentón dulce y el tomate. Entonces ahora dejamos que reduzca un poquito y después ya le pondremos eso, el caldo de pescadito y la gamba pelada y el mejillón. Voilà, ils ont mis l'ail très petit, très fin. Et après, ils ont mis, avant, j'ai dit du jus de piment, je ne sais pas en français comment on dit, c'est exactement du poivron. Ça, c'est du poivron. C'est du poivron doux, pas piquant. C'est le poivron, il ne faut pas mettre de poivre, il faut mettre voilà. Et il a mis aussi maintenant la tomate. Maintenant, c'est le tomate avec le piment, l'ail et le calamar, et ça prend le goût, la base. Et après, il mettra le fond de poisson, c'est fondamental, et le riz finalement. Est-ce que vous pouvez lui demander qu'il nous explique le fond de poisson, comment il est réalisé? ¿Cómo se hace el fondo de pescado, el caldo de pescado? El caldo de pescado lo hacemos eso, con lo que decimos que es la morralla, que es el pescadito este que lo venden en cualquier pescadería, que es para hacer el fondo. Ponemos un poquito de apio, puerro y cebollita en una olla con agua y el pescadito, después lo colamos todo y lo ponemos en las jarritas. Du poiron, de l'oignon, et du poisson, bien sûr, le poisson qu'on achète toujours, cette sorte de mélange de poisson pour faire le fond de poisson variable, qu'on a typique à la Méditerranée. Et c'est avec ça qu'on prend le goût du fond pour faire le riz de poisson. Vous m'expliquiez tout à l'heure, et j'ai envie qu'on le partage avec celles et ceux qui nous regardent et qui sont à l'écoute, qu'il y a aussi des choses que l'on fait chez vous, que l'on ne fait pas forcément chez nous. C'est-à-dire qu'avant de goûter et de manger la paella, il y a une autre étape.
Oui, c'est ça. Il y a un riz très typique de Castellón, ça s'appelle le arroz a banda, ça veut dire le riz à part, qu'on fait avant le poisson, de poisson de rocher, on met aussi du poulpe. Et avec ce poisson qu'on fait bouillir, on a le fond de poisson. Et là, on prend que le poisson avec des patates cuites, avec un alioli, c'est le ail et l'huile en français, alioli on dit aussi, très doux. Et ça, on mange début, le poisson très bon avec le pulpe, la patate et l'alioli. Et avec le fond de poisson, on fait le riz. Donc, on mange avant le poisson avec la patate et l'alioli. Et après, le deuxième plat, c'est le riz avec tout ce qui a donné comme goût ce poisson-là. On peut aller faire un footing après, hein, parce que c'est costaud. Je vais me retourner vers notre vigneron, si vous me le permettez, pendant que la recette est en train de se préparer. On a rajouté encore un petit peu de fond de poisson. Hein, là, ça baigne bien dedans, tout va bien. J'aimerais donc me retourner vers le président de la cave coopérative de Frontignan-la-Pérade pour qu'il nous parle d'abord de votre propriété, de ce que vous faites sur votre propriété, et puis ensuite nous parlerons de cette IGP Pays d'Oc que vous êtes venu nous proposer. Si vous le permettez, effectivement, je vais me présenter. Donc, William Juin, je suis viticulteur depuis, laissez-moi réfléchir, toujours. Voilà, je suis né dedans. Mon grand-père était déjà viticulteur, mon père l'a été, donc j'ai trouvé logique de prendre la suite. Voilà, j'exploite une quinzaine d'hectares à Frontignan, terre de muscat, où vous avez quasiment 99% du muscat, du raisin de la vigne travaillée, c'est du muscat, effectivement. Et par-dessus, désir d'implication, donc conseil d'administration, et pendant une dizaine d'années, et après, élection au statut de président, voilà, représentant des coopérateurs sur les institutions. Voilà. Et vous avez remplacé un président qui a fait quelques années à la tête de la coopérative aussi. Alors, présentez-nous les vins et en particulier celui que vous nous avez amené. Alors, notre muscat Terre d'Or, effectivement, c'est une cuvée que nous revendiquons en IGP Pays d'Oc. C'est un mélange, comme je vous le disais tout à l'heure, 50% muscat petit grain blanc et 50% vionnier. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une cuvée qui trouve toute sa pertinence dans l'association de ces deux cépages un petit peu emblématiques. Le cépage muscat est très aromatique, avec des arômes d'abricots, de fleurs blanches, alors que le vionnier va apporter plutôt une touche de rondeur et d'amplitude. Voilà. Et effectivement, le tout, ça va nous permettre, donc je vois maintenant sur l'élaboration de la paella, toute son originalité. Effectivement, vous allez trouver là des cépages qui vont être en association avec la paella très, très audacieuse, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est vrai que le vionnier va apporter un petit peu de gras, un petit peu d'épaisseur qui va très bien se marier avec le riz. Et puis les arômes de muscat iront très très bien, effectivement, de muscat sec, attention évidemment, iront très bien avec le poulet et avec les fruits de mer. Voilà. Bon, vous pouvez encore aller le déguster avec modération sur le stand des IGP Pays d'Oc qui a reçu tout au long de cette période d'Escalacette une quinzaine de vigneronnes à vos côtés. Vous pouvez commencer à ouvrir la bouteille si vous voulez bien, tranquillement. Je reviens vers vous dans un instant. Je repasserai par Maria pour avoir aussi un petit avis sur la pêche au chalut. Où en est-on ? ¿En qué punto estamos ya? Ya le fond de poisson il est déjà mis là. Il m'expliquait que pour 10 personnes, presque 2 litres, c'est le double de fond de poisson pour 1 kilo de riz. 1 kilo de riz, c'est pour 10 personnes plus ou moins. Et on a mis aussi le colorant, qu'est-ce qui donne le couleur rouge, jaune à la paella o le riz de poisson. Eso, que hierva 10 minutos, 15 minutos aproximadamente en lo que es el caldo de pescadito. Le hemos puesto el azafrán cuando no tiene hervor para que coja todo el color de la paellera. Y en cuanto empiece a hervir, eso, 10 minutitos, la probaremos de sal a ver cómo está. Nos tocará igual poner un poquito más de sal porque siempre le ponemos un poquito menos para que pueda rectificarla. Y eso, pues cuando vemos que está ya los 15 minutos de cocción del agua, del caldo, le ponemos el arroz, el kilo de arroz. On a mis les moules, on a mis les gambas, et on a mis tout le fond de fumée, le fumée de poisson. Et maintenant, il faut attendre 10-15 minutes. On le goûte. Si c'est bon, il n'y a pas à mettre du sel. Sinon, on met un peu de sel. Et c'est ça, après 15-20 minutes qu'il a bouilli
le fond de poisson avec tout ce qu'on a mis, c'est quand on va mettre le riz et on va attendre une minute, qu'on dira après, pour finalement pouvoir manger et déguster cette riz de poisson. Et en fait, quand il n'y a plus d'humidité, quand il n'y a plus de jus, c'est que généralement le riz a tout absorbé et que le riz est cuit. C'est comme ça. Cuando ya no queda nada de humedad, cuando se ha consumido todo el caldo, es cuando ya se puede comer el arroz. Por eso es Exactamente. importante tener las cantidades claras, ¿no? Exactamente. De todas formas, nosotros vemos, como tenemos tanta experiencia, hacemos tantas paellas, vamos viendo el color, te va hablando también ella diciendo, ya estamos a punto de acabar, ya bájame un poquito el fuego, vamos aquí tal. Entonces, claro, es lo que tú dices, es exactamente calcular los tiempos, las cantidades y estar muy pendiente de ella. Y eso, pues, en cuanto ponemos el arroz, sabemos que son 10, 15, 12 minutos de cocción, o 14 mejor, pero bueno, ella ya te va diciendo, bájame el fuego, ya estamos, ya está preparada, ya está. C'est ce qu'ils disent, je te disais avant, ils disent jamais le secret, ils disent toujours les cuisiner. Toi, tu le vois. Non, je ne le vois pas. Tu vas me dire combien de temps. Je dis non, tu vois, quand ça commence à prendre déjà la forme, tu comprends que c'est le moment d'éteindre le feu. Non. Normalement, pour ça, c'est important les quantités. Pour 1 kilo de riz, 2 litres de fond de fumée. Et ça, vraiment, entre les 12-15 minutes, si c'est bien fait, c'est qu'on n'y aura plus d'humidité et le riz sera dans ce point. Mais comme il dit lui, c'est le cuisinier qui voit. S'il y a beaucoup de fond de fumée de poisson, il met plus de feu pour que ça finisse de cuire. Et s'il voit que non, à l'envers, mais il faut toujours les 12-15 minutes. Il ne faut pas passer de cela. C'est quand le riz il devient très mou et il n'est pas bon. À propos du riz d'ailleurs, et on va terminer avec ça avant que je me retourne vers Maria Ruissen, mais on dit toujours, on nous vend toujours pour la paella du riz rond espagnol. Quel riz vous prenez, vous? Est-ce qu'il existe effectivement un riz spécial? ¿Qué arroz aconsejas? Si hay un arroz especial para paella, ¿qué aconsejas tomar? Sí, nosotros gastamos siempre el mismo arroz, que es arroz Daxa, que es un arroz típico de la Comunidad Valenciana. Pues hay muchos arroces buenos en todo el mundo, pero bueno, nosotros gastamos el arroz Daxa, que es el que gastamos en todos lados del mundo. Vamos a Polonia, vamos a Francia, vamos por toda España. Entonces, claro, Arroz redondo. el arroz redondo Daxa en este caso, que es el que gastamos nosotros, pero el arroz redonda, que es el que nosotros gastamos. Toujours du riz rond. C'est le Daxa, c'est qu'on a à Valence, c'est le typique riz qu'on prend, mais c'est du riz grand, pas fin, basmati, long. Non, non, le grand. Voilà, pas comme le riz de Camargue chez nous, qui est aussi un riz labellisé. Maria Ruissen, directrice de la station Ifremer de Sète, qui est notre œil scientifique sur ce qui se passe aussi dans l'assiette. Je voulais qu'on parle de la pêche au chalut, parce que, d'abord, pour dire que nous sommes aussi solidaires des difficultés traversées par les chalutiers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'histoire de l'augmentation incroyable des prix du carburant, il y a des chalutiers qui ne sortent plus car ce n'est plus rentable. Donc ça, c'est aussi une parenthèse que je voulais ouvrir. Où en est-on de la pêche au chalut, Maria? C'est une pêche qui, effectivement, en France en tout cas, alors dans l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, elle a connu une réduction drastique. Effectivement, la pression globale de l'image, de la communication, la dégradation des fonds marins a nui clairement à l'image de la profession, et une gestion assez rigoureuse a été faite sur la flottille chalutière de façon à récupérer un bon état des ressources rapidement. En France, effectivement, cette réduction elle a été drastique, et c'est ce qui fait qu'on est tombé à une quarantaine de chalutiers seulement sur la façade méditerranéenne. La pêche au chalut a quasiment disparu en Corse, elle a déjà quitté les côtes catalanes, françaises, pas espagnoles, et en Occitanie, et donc notamment à Sète, il ne nous reste que 7 chaluts. Ça pose des questions en termes de transmission des savoirs, en termes de maintien aussi de la filière, parce que les chaluts, ce sont eux qui approvisionnent aujourd'hui nos criées, donc notamment la criée de Sète. C'est ce qui permet aussi à tous les petits métiers côtiers et d'étang d'avoir un lieu pour vendre, pour discuter, pour faire du lien social, de la valorisation. Et donc c'est une vraie question qui se pose autour de cette filière. Et donc nous, c'est vrai qu'on essaye d'accompagner non pas son extinction, mais son évolution, maintenir une flottille chalutière en nombre raisonnable, qui soit efficace, qui soit le plus respectueuse possible de l'environnement et de l'état actuel des ressources, et qui surtout permette en fait de maintenir cette flotte pour maintenir des équipages, des bateaux qui sortent à la journée en Méditerranée. On est très très loin de la pêche industrielle qu'on peut connaître sur d'autres façades maritimes. C'est pas du tout le cas. Ce sont de petites unités qui rentrent et qui sortent comme ça à la journée dans une valorisation quotidienne. Et ce type de plat, c'est un peu une image de la pêche du jour aussi qu'on va trouver.
Et donc voilà, nous on essaye d'accompagner effectivement ces flottilles vers la réduction de leur consommation de gasoil, des engins plus sélectifs pour que les petits poissons puissent s'échapper et qu'on puisse ne garder que des gros poissons et laisser donc à la biomasse le temps de se reconstituer, la diversité des espèces. Enfin, on essaye de travailler le plus possible avec les pêcheurs, alors malgré leur état aussi d'accablement, parce que c'est vraiment une profession qui souffre et qui subit crise sur crise, et on essaye à notre façon d'avoir l'empathie et l'accompagnement qu'on peut leur offrir en les soutenant à chaque événement, en étant présent, en communiquant à leur côté. Et ici, Escale 7 pour nous, c'est aussi un signal très très fort de notre écoute et de notre appui à leur côté constant, de façon à ce qu'on puisse effectivement continuer d'avoir ces pêches du jour accessibles à tous dans des lieux de valorisation. Alors nous parlons avec Maria Ruissen de la profession. Moi j'aimerais que tu nous parles, Maria, du consommateur, de la consommatrice que nous sommes. Est-ce qu'il faut que nous modifions notre façon de manger du poisson? D'abord, est-ce qu'il faut en manger plus? Est-ce qu'il faut manger d'autres poissons? Est-ce que finalement, quand on va chez son poissonnier, on n'a pas aussi, nous, un devoir de s'adapter au poisson qui est présenté et non pas au poisson qu'on souhaite manger? Oui, tu poses exactement les bonnes questions. Alors, je pense qu'il y a plusieurs principes à retenir. Le premier, c'est qu'on ne gagne rien à opposer des filières. Donc ce que dit l'Organisation mondiale pour la santé, c'est on doit manger du poisson 2 fois par semaine. Donc on alterne le poisson, la viande, les légumes, mais c'est pas la pêche contre l'agriculture, contre la conchyliculture. Ça c'est le premier principe. Le deuxième, c'est qu'il faut consommer le plus local possible. Aujourd'hui, 80% du poisson qui est pêché en France, ou en tout cas en Méditerranée, part en Italie et en Espagne. Donc ça pose quand même de sérieuses questions sur la capacité du consommateur local à s'approprier son propre territoire, ses filières économiques, ses goûts, ses saveurs, ses recettes. C'est quand même sacrément dommage de consommer en Méditerranée du poisson né en Norvège ou en Atlantique dans des écloseries. Donc on a ce deuxième impératif de consommer local, et ensuite évidemment de consommer de saison. Tout poisson mérite d'être valorisé. Alors c'est pas toujours facile, ça on est bien d'accord, mais il y en a qui sont pas appréciés, qui ont pourtant un goût assez exceptionnel, le capellan ou des poissons comme ça. Et en fait, cette diversité-là, elle est vraiment à notre portée. Alors, le prix du poisson peut être un frein pour certains consommateurs, ça c'est clair, mais en tout cas, en proportion raisonnable, c'est quand même un aliment local et qui participe à la bonne santé du territoire et de nos corps et de nos familles, quoi. Et là, la dernière étape, c'est la préparation. Peut-être que nous n'avons pas assez de connaissances. Ma chère Madeleine, je parle nous des nouvelles générations aussi, nos enfants, nos petits-enfants, parce que bien préparer le poisson, ça l'aiderait peut-être à ce qu'on ait envie de le manger. C'est ça la difficulté, Madeleine. C'est pour ça que nous avons fait les cuisinades. Et c'est pour ça qu'on sera là tout le temps, parce que dans le devoir de transmission, il y a celui-là aussi. Parce que les gens s'imaginent, il n'y a pas que... On parlait avant-hier des poissons nobles et des poissons pauvres. Même le pauvre, quand il est bien cuisiné, il devient royal. Madeleine, si vous cherchez un endroit pour bien manger, je vous donne son téléphone. Vous avez de quoi noter? Ah non, pardon, excusez-moi. Alors, pensez bien que pendant ce temps-là, j'ai bien regardé. Ça y est, le riz a été intégré à la préparation. Efectivamente, hemos puesto el kilo de arrocito que queda para 10 personas. Ahora mismo hemos calculado el tiempo más o menos para que esté el arroz preparado. Calcularemos 12-15 minutos aproximadamente, y de todas formas con el fuego que tenemos y conforme la veamos, iremos bajándole un poquito o no el fuego, y vemos ya que poquito a poquito el arroz se va asomando hacia arriba, y ya está, lo dejaremos bien repartidito y lo dejaremos que repose. Ils ont goûté, ils ont vu qu'il manquait un peu de sel, ils l'ont laissé 5 minutes de plus en bouillir. Et quand ils ont vu qu'il avait le bon goût, ils ont mis le kilo de riz avec les 2 litres qu'il y avait au début de fond de poisson. Et maintenant, ils ont bien bougé. Et maintenant, on le laisse entre 12 et 15 minutes. C'est très important. Jamais bouger le riz une fois il a été mis. Il faut bien le répartir dans toute la paella, mais maintenant, on ne le touche pas. Il fait les 12-15 minutes. Et maintenant, il va jouer avec ça entre les 12-15 minutes avec le feu plus fort. Et il va voir qu'il va consommer tout le fond de poisson. Vous savez que j'aime les petites astuces, les petits trucs pour le public qui est là et celui qui va nous regarder par la suite à la télévision. Dans la famille, puisqu'il y a une partie qui est d'origine espagnole, je me souviens de la mamie qui sortait la poêle une fois que la cuisson était terminée, et elle déposait cette poêle dans du papier journal mouillé pour éviter que ça attache. Est-ce que c'est une petite astuce ou est-ce qu'il en a une? Si ponían papel mojado debajo cuando está terminada para que no acabe de coger el arroz debajo de la paella.
Eso es Sí, un trucos. secreto que me lo decía mi padre, eso, hace muchos años, está ya arriba en el cielo. Pero bueno, él me decía, sí, es un truco que tenemos también, que uno de ellos es poner papel de periódico mojado también, o un paño húmedo también, y así evitas que se pegue por bajo. Nosotros nos gusta, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, nos gusta que el socarrat, que decimos, que es el que está el arrocito un poquito pegadito, no está quemado, está como un poquito cogidito abajo, que da un gustito súper rico también, y nos gusta mucho pues que esté así el arroz. Pero bueno, para que no se quede negro, depende si tiene mucho fuego o no, sí que es verdad que el truco este que decís sí que es verdad. Exactement, de la même façon qu'ils t'ont dit à toi, c'était son père, il était le fondateur de l'entreprise, ils font des paellas pour 1000, 2000, 3000 personnes, et c'était une astuce qu'il disait pour vraiment que ça tâche pas le riz en bas. Mais c'est vrai qu'à la région de Valence, on aime un peu, ça s'appelle le socarrat, que c'est le riz qui est en bas, qu'il n'arrive pas à brûler, mais c'est vrai, il doit prendre un peu parce que ça a beaucoup de goût, et on raspe la fin. Il y a beaucoup de monde qui dit, tu me mets du fond, qu'il est rave, et ça s'appelle le socarrat, et c'est un bon coup de feu à la fin, les 2-3 minutes, pour qu'il s'apprenne un peu plus dur le riz qui est en bas. Bon, nous allons dans quelques instants avoir la paella prête à déguster. Alors, nos invités qui sont ici sur scène pourront la goûter, même si ce sera un petit peu chaud. Mais on va surtout servir un peu de ce vin blanc issu des cépages qui sont élevés du côté de Frontignan. William, qui est le président de la cave coopérative, est avec nous. On va peut-être prendre, messieurs de la confrérie des torsades de Frontignan, hein, ils vont j'allais leur demander très gentiment, est-ce qu'il vous serait agréable et possible de servir un verre à nos invités, s'il vous plaît, en attendant que la paella soit tout à fait prête, et ça ne saurait tarder, car et nous sommes presque au bout de cette émission. Nous arrivons presque au bout aussi d'Escale Assiette, puisque dans quelques poignées de minutes, les bateaux vont quitter les quais et ce sera la grande parade de départ. Je disais tout à l'heure que ce sera un moment entre émotion, entre fatigue, blues. Il y a des gens qui parfois pendant 48 heures ont le blues en se disant mince, tout d'un coup on est à la maison tout seul et ça fait tout drôle. Mais évidemment que ça restera une grande cuvée. Je parle d'Escale Assiette. Alors, je le goûterai avec plaisir et avec modération juste après l'émission. Je vous en prie, gardez le verre. Est-ce que, William, vous pouvez nous faire un petit commentaire comme ça? Déjà, s'il y a des gens qui ont envie de déguster un peu de vin modérément, par quoi commence-t-il, hein? Donnez-nous des conseils. Venez, William, venez à mes côtés. La paella est bientôt cuite. Dans peut-être 4-5 minutes, je suppose qu'on n'est pas loin, là. Il y a encore un petit peu de jus, mais ça ne va pas tarder. Alors, comment déguster ce vin? Avant de déguster le vin, écoutez, on va le regarder, on va voir sa couleur, sa robe, effectivement, on va voir les dépôts qui se forment sur le bord du verre. Et après ça, deuxième chose, je vais le mettre au nez, je vais l'approcher, je vais renifler et je vais voir un petit peu ce que cela m'évoque, des notes printanières, des notes gourmandes. Et après, je le mets en bouche et je le bois. C'est pas compliqué, hein, pour boire du vin, c'est pas compliqué. Mais quand même, il faut les bons renseignements. Qu'est-ce qu'on attend de ce vin dans l'accord mes vins avec la paella? Quelle est la contradiction ou plutôt ce qu'on a envie d'accompagner sur le goût? On attend de l'amplitude, de la rondeur, pas trop d'acidité. Et c'est vrai qu'une certaine compatibilité avec le safran qui se mélange avec le riz, effectivement. On aura normalement un bon accord. Bon, je reprends la bouteille en main pour la montrer à la caméra. Merci beaucoup. Regardez, un gros plan. Ça vaut la peine quand même. Un terre d'or avec notamment un cépage vionnier. Pays d'Oc. Oui, nous sommes en IGP, en indication géographique protégée. Merci d'ailleurs pour toute cette semaine passée aux côtés de cette structure importante, puisqu'elle fédère de nombreux vins et vignobles dans notre département, IGP Pays d'Oc et IGP Hérault. Voilà, terre d'or qui est en dégustation. Madeleine, je vous laisse nous apporter un petit commentaire. Allez, sur cette note. Alors moi, je l'aime beaucoup parce il est bien rond, comme j'aime les vins. Moi, je suis une passionnée du viognier, donc pour moi, ça va très bien. Et j'avais l'habitude du terre blanche qui était un petit peu plus acide. Un peu plus acide. Je préfère ça pour... Peut-être que c'est un vin plus un vin de femme, s'il est un peu plus rond, plus doux. Les femmes, on n'aime pas, vous savez, les violences conjugales, on n'aime pas. On préfère la douceur. Les violences gastronomiques. Maria, qu'en penses-tu? Oui, non, il est excellent, ouais. C'est vrai qu'il est très très doux, bravo. Merci, très belle cuvée. Et alors gardez-en un fond parce que la paella arrive, hein.
Est-ce qu'on a les images? Oui, alors je vois pas l'écran, mais je pense qu'on a les images. Oui, vous la voyez à l'écran. Regardez petit à petit, voilà, le fond disparaît pour laisser la place à la structure de la paella et surtout ses ingrédients. Vous avez rajouté au fur et à mesure ces poissons? No, no hay que añadir pescado, tal como está ya directamente. Ya, se queda así como está. Como vamos viendo ya, el arroz se va asomando por aquí encima de la paellera, que eso quiere decir ya que está muy bien, vamos bien. Entonces, claro, es agotar el tiempo que tenemos ya en la mente, 8, 10, 15, 3 minutos ya, el tiempo que le resta. Y nada, el pescado y la paella se queda así como está, tal cual. Et au moment où on met le riz, on le bouge bien pour que ça soit très bien distribué. Et ça y est, on ne touche tout, rien du tout. On ne met pas ni plus de poisson, ni rien du tout, jusqu'à la fin des 12-15 minutes qu'on se laisse reposer et il est préparé pour déguster. Nous arrivons au terme de cette émission. Il nous reste un tout petit instant et je voudrais vraiment qu'on finisse par un gros plan sur cette paella. Un mot sur Escale chez vous, parce que ça commence cette semaine. On est sur le même principe qu'Escale à 7, des grands voiliers, des bateaux, de la convivialité, de la musique, de la gastronomie. Exact. On a fait exactement copier Scala 7 pour avoir le même événement avec la même finalité, la promotion des traditions maritimes, la récupération des nœuds coutumes. Et on a aussi des bateaux, on a des marchés marinières, on a aussi de la gastronomie, de la musique typique. Et enfin, on veut vraiment récupérer toutes les traditions et offrir un événement pour la famille et passer des très belles journées. Avec les joutes en plus, puisque les jouteurs viendront chez vous. Bien sûr, c'est une fixe déjà tous les visitants, les citoyens de Castellón. Ils adorent voir les joutes de 7. Ils attendent tous les années, nous on le fait tous les ans, de venir. Ça profite pour vous dire que l'autoroute est gratuite en Espagne. L'essence maintenant, c'est vrai que ça coûte un demi-euro de moins qu'ici. Donc c'est une bonne raison pour aller passer quelques jours à Castellón. En 6 heures, 5h30, 6 heures, vous êtes dans des belles plages de la Méditerranée espagnole avec de la gastronomie et on vous attend à Scala Castellón. Qui débute jeudi. Nous sommes lundi, donc vous voyez, ils vont vite remballer, plier et hop, direction la maison. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous avez envie de les applaudir, mais je pense que ça le mériterait parce qu'ils nous ont fait vraiment une très belle démonstration de la préparation de cette paella qui se termine en douceur. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés à préparer ces émissions. Alors Aurélie, qui est avec sa petite marinière, Aurélie Lopez, qui n'était pas seule, bien accompagnée, qui nous a préparé les plateaux. Alors Aurélie, son métier, c'est d'accompagner des chefs et donc elle était dans son élément. Merci Aurélie pour l'aide que tu m'as apportée dans ces émissions. Un grand merci à toute l'équipe d'Ici Héros, une maison que j'ai bien connue pour y avoir passé un petit moment. Merci à Paul Biondi, qui est le directeur de la station et toutes ses équipes, hein, évidemment, Aubert Naturel, Philippe Moiti pour l'antenne, la direction technique. Et enfin, merci à Escale à 7 parce que Escale Assiette, ça ne serait rien sans Escale à 7. Et je trouve que cette année, Escale Assiette a apporté encore quelque chose de nouveau, de plus. Elle a mis à l'honneur les produits locaux, les produits régionaux, les savoir-faire locaux. Et on a pensé évidemment que ça vous ferait plaisir de découvrir tout cela. Il vous reste maintenant la parade de départ qui va avoir lieu juste derrière nous. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir voir partir ces bateaux, ces voiliers incroyables. Voilà, c'est fini. Bye bye tout le monde. Merci à tous, à nos invités et à toutes celles et ceux qui ont participé à ces émissions. YouTube, Escale à 7, vous retrouvez toutes ces émissions. Et en attendant, restez à l'écoute d'Ici Héros pour tout savoir sur votre département. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Et à bientôt.